Le grand public l'ignore. Pourtant, les positions GPS de nos téléphones sont l'objet d'une économie opaque, où de nombreux intermédiaires achètent et revendent les informations sur nos déplacements. Petit à petit, effectivement, on perd la maîtrise sur des éléments qui, en fait, sont constitutifs de notre identité personnelle, de nos choix, de nos valeurs, de nos préférences politiques, sexuelles et autres. L'application de prière Muslim Pro aurait transmis à l'armée américaine les données de localisation de millions de musulmans. Parmi eux, des milliers de Français, dont certains ont porté plainte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les données deviennent vraiment des ressources essentielles pour ces entreprises. Ensemble, on va parler des changements dans l'utilisation des données personnelles du groupe Meta. Ces données personnelles, elles nourrissent désormais l'intelligence artificielle. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. Donc là, on a vraiment des entreprises privées qui produisent des technologies de surveillance de plus en plus sophistiquées. Ces technologies-là, maintenant, elles sont directement utilisées par l'État américain et mises au service de la politique ultra répressive de Donald Trump en matière d'immigration. Je m'appelle Sébastien Broca, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Je suis aussi co-directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le SAMTI et je viens de publier aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé « Pris dans la toile, de l'utopie d'Internet au capitalisme numérique ». Une partie de la vie privée est grignotée, c'est effectivement cette partie qui concerne notre capacité à maîtriser les informations qui nous concernent et les données qui nous concernent. Ensuite, ce qui est compliqué également, c'est que ce grignotage de la vie privée ou cet affaiblissement de la protection de données personnelles, il est relativement insensible. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, ce qui les préoccupe, c'est que des contenus, des photos ou des messages ou des vidéos ne soient pas visibles par n'importe qui, notamment lorsqu'il s'agit de contenus intimes. Ça, on voit bien que ça relève de la vie privée et c'est immédiatement sensible pour les gens. Vos contenus publics, vos photos, vos likes, vos commentaires peuvent désormais être passés à la moulinette des algorithmes et pas pour le plaisir des souvenirs, mais pour construire l'IA maison. La question des données personnelles, elle est beaucoup plus impalpable au sens où le fait que Meta ou Google récoltent des données et des métadonnées sur moi, sur mes préférences, sur mes goûts, sur mes navigations en ligne, ça n'a aucune incidence directe, en tout cas on n'a pas l'impression que ça ait une incidence directe sur nos vies. Donc c'est pour ça que le terme de grignotage, peut-être, il est relativement exact, au sens où ça désigne bien quelque chose qui n'est pas immédiatement sensible, qui est très progressif, qui est un peu impalpable, mais où petit à petit, effectivement, on perd la maîtrise sur des éléments qui, en fait, sont constitutifs de notre identité personnelle, de nos choix, de nos valeurs, de nos préférences politiques, sexuelles et autres. Sur l'aspect économique, parce qu'évidemment, toutes ces questions de protection de données personnelles et de vie privée sont liées à des enjeux économiques qui sont très importants pour les entreprises de la tech. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les données deviennent vraiment des ressources essentielles pour ces entreprises à partir du début des années 2000. Après, il y a la fin des années 90 où il y a ce grand enthousiasme autour des entreprises de la tech. Puis ensuite, ce qu'on a appelé donc la bulle Internet qui s'effondre en 2000. Et puis ensuite, les entreprises de la Silicon Valley se réinventent sur d'autres bases et avec d'autres modèles économiques, notamment ces modèles économiques qu'on connaît encore aujourd'hui, fondés sur l'exploitation de données personnelles à des fins publicitaires. Donc ça, en gros, c'est le moment où Google passe d'une petite start-up qui était là pour organiser l'information surabondante d'Internet au profit de ses utilisateurs à une entreprise qui organise, on va dire, l'information surabondante de ses utilisateurs au profit des publicitaires. Et donc là, vraiment, les données deviennent une ressource économique essentielle. Et c'est une ressource aussi un peu particulière parce que des fois, on parle de données marchandises et à mon avis, c'est un peu une erreur au sens où quand on regarde ce que font des entreprises comme Google ou Meta avec les données, elles les considèrent pas comme des marchandises. Si c'était vraiment des marchandises, c'est-à-dire qu'elles les vendraient à d'autres acteurs et puis une marchandise, une fois qu'on l'a vendue, on s'en sépare, on n'en dispose plus. En fait, c'est pas ça qui se passe. Ces données, elles sont plutôt contrôlées par ces entreprises qui en fait ne s'en séparent pas et elles les utilisent pour
plein d'usages, les usages publicitaires évidemment, mais aussi pour anticiper certaines tendances, pour nourrir leur programme de développement de machine learning, pour l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc plus que des marchandises, moi je parle plutôt de données comme actifs. Un actif, c'est quelque chose que ces entreprises contrôlent et qui peut leur servir ensuite à créer différents flux de valeur économique. Donc à mon avis, l'importance économique des données, elle doit se comprendre de cette manière-là, c'est-à-dire comme des actifs absolument essentiels dans l'économie numérique actuelle. Cette question de la convergence entre surveillance étatique et surveillance privée, elle est très importante et je pense que pendant longtemps, elle a été relativement mal perçue. Et là, il faut faire un petit retour en arrière historique. Je pense qu'il y a un moment très important, c'est les attentats du 11 septembre 2001 et ce qui s'en est suivi. Après les attentats, le président des États-Unis d'alors, George W. Bush, a notamment mis en place donc, le Patriot Act. It is now my honor to sign into law the USA Patriot Act of 2001. Qui est donné des possibilités de collecte bien supérieures aux agences de renseignement et au Pentagone. À ce moment-là, il y a eu une opposition importante dans la société civile américaine, notamment chez les défenseurs des libertés civiles, contre ces dispositions. Et évidemment, c'était une opposition qui était, je pense, nécessaire et tout à fait bienvenue. Par contre, ça a un petit peu occulté le fait qu'il n'y avait pas seulement la surveillance étatique, il y avait aussi la surveillance privée, puisque, comme je le disais à l'instant, c'est aussi le moment, au début des années 2000, où on a tous ces modèles fondés sur la récolte des données personnelles et la publicité qui se développent. Sauf que, dans ce contexte post-11 septembre, d'opposition au Patriot Act, ces éléments-là, ils passent un petit peu au second plan et tous les militants des libertés numériques ou les défenseurs de la vie privée vont plutôt se concentrer à ce moment-là sur ce que fait le gouvernement fédéral ou ce que font les grandes agences de renseignement. Ensuite, il y a un autre moment, si on avance un peu dans l'histoire, qui est très important, c'est les révélations d'Edward Snowden, donc le lanceur d'alerte, en 2013. There's an infrastructure in place in the United States and worldwide that NSA has built in cooperation with other governments as well, that intercepts basically every digital communication. And that allows individuals to retroactively search your communications. Là, c'est le moment, en fait, où, justement, cette intrication entre surveillance privée et surveillance publique devient impossible à ignorer. Pourquoi ? Parce que parmi les nombreuses révélations de Snowden, il y a une de ces révélations, c'est celle qui concerne le programme intitulé PRISM, qui est un programme par lequel la NSA, donc National Security Agency, pouvait aller piocher directement dans les serveurs des grandes entreprises de la Silicon Valley, et quasiment toutes les entreprises de la Silicon Valley étaient concernées, pour récolter des données personnelles sur leurs utilisateurs. Donc là, on voit bien que toutes les données qui sont récoltées, qui sont stockées, qui sont exploitées par les grands acteurs privés de la tech sont en fait ensuite, potentiellement en tout cas, collectables et utilisables par les agences de renseignement et donc à des fins de surveillance publique. Lors des mandats de Barack Obama, il y avait une proximité qui était extrêmement étroite entre le monde de la tech et Washington. Par exemple, une entreprise comme Google était très très proche du pouvoir à ce moment-là. Il y avait d'ailleurs plein d'allers-retours entre des salariés de Google qui ensuite allaient dans l'administration fédérale et dans l'autre sens, des salariés de l'administration fédérale qui ensuite allaient vers Google. Il y a eu plein de personnalités importantes de l'administration Obama qui sont ensuite allées dans le privé. Pour donner quelques exemples, Lisa Jackson, qui était la responsable de la grande agence fédérale de protection de l'environnement, est ensuite allée chez Apple. Jay Carney, qui était porte-parole de Barack Obama, est ensuite allé chez Amazon. David Plouffe, qui était un des stratèges, on va dire, de la campagne de Barack Obama, est ensuite allé chez Uber. Donc voilà, cette proximité, tout ça pour dire que cette proximité, elle est très ancienne. Elle était là aussi sous les gouvernements démocrates. Les entreprises technologiques ont toujours eu besoin d'avoir des contrats fédéraux, d'avoir des aides publiques et d'avoir des réglementations favorables. Donc il y a toujours eu quand même cette porosité entre Washington et la Silicon Valley. Par contre, c'est vrai qu'elle fait, je pense que non seulement elle s'est renforcée, et évidemment elle fait sans doute plus peur aujourd'hui, étant donné la nature du pouvoir trumpiste. Le
le discours de la tech a changé. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, que ce soit l'éthique de l'intelligence artificielle, que ce soit aussi les préoccupations environnementales, que ce soit les questions d'inclusion et de diversité, pendant longtemps, la Silicon Valley s'est présentée comme libérale au sens américain, c'est-à-dire de gauche, comme progressiste sur toutes ces questions. Et maintenant, la Silicon Valley ne prend plus vraiment la peine de le faire. Et ça va évidemment avec cette alliance très étroite et très matérielle avec Trump. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce retournement, il n'est pas simplement idéologique, il tient aussi aux intérêts matériels de la tech. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises de la tech ont renoncé à leurs engagements précédents pour l'environnement ou en faveur de technologies d'IA éthiques qui ne pourraient pas être utilisées à des fins militaires? Parce que ces entreprises, aujourd'hui, ont besoin du pouvoir politique. Elles en ont besoin pour obtenir des réglementations favorables, par exemple pour faire en sorte que les nouveaux développements de l'intelligence artificielle ne soient pas trop sévèrement réglementés. Et ça, c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui pour la tech. Et ces entreprises ont également besoin de Washington pour des raisons plus économiques aussi, parce qu'aujourd'hui, une entreprise comme OpenAI perd beaucoup d'argent, n'a pas encore trouvé de modèle économique rentable, et donc avoir un soutien politique de Washington avec cette idée que l'IA est vraiment l'outil décisif dans la géopolitique mondiale à l'heure actuelle, c'est aussi l'assurance pour ces entreprises d'avoir un soutien économique de la part du pouvoir états-unien et éventuellement des investissements qui vont pouvoir servir à compenser ou en tout cas à minimiser leurs pertes. Et puis il y a un dernier élément que je voudrais souligner, qui là est vraiment l'actualité récente et qui montre comment on a franchi encore un point supplémentaire dans cette intrication entre surveillance étatique et surveillance privée. Ça, c'est la loi budgétaire de Trump, dont on a beaucoup parlé, qui a été votée par le Congrès début juillet. Dans cette loi budgétaire, donc il y a beaucoup de choses. On l'a beaucoup dit que c'est un gigantesque transfert de richesse des catégories les plus populaires vers les catégories les plus favorisées, vers les riches. Mais il y a aussi dans cette loi un financement sans précédent pour l'ICE, donc Immigration and Customs Enforcement. Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires, étatiques, locales, fédérales et militaires, pour mener à bien la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine. Donc c'est l'agence fédérale qui s'occupe du contrôle de l'immigration et des douanes aux États-Unis. Et cette agence va devenir, et de très loin, l'agence fédérale la mieux dotée. On parle de plusieurs dizaines de milliards de budget jusqu'en 2029. Et à quoi va servir ce budget? Il va servir, et ça on en est sûr, il va servir notamment à acheter des services de surveillance à des grands acteurs de la tech. Et donc c'est là qu'on voit aussi vraiment la porosité entre certains acteurs de la tech, ce qu'on appelle parfois les surveillance tech ou les defense tech. Donc ça, c'est des entreprises comme Palantir, fondées par Peter Thiel et Alex Karp, comme Anduril, fondée par Palmer Luckey. Ce sont des entrepreneurs qui sont très proches de Donald Trump. Ce sont des entreprises qui produisent des technologies de surveillance, des technologies de fouille de données, des technologies parfois d'identification biométrique, des choses comme ça. Et ça, avec donc ces financements sans précédent pour le contrôle de l'immigration aux États-Unis, on va avoir des contrats massifs qui vont bénéficier à ces entreprises pour acheter ces technologies de surveillance. Donc là, on a vraiment des entreprises privées qui produisent des technologies de surveillance de plus en plus sophistiquées, même si il y a toujours un écart entre les promesses et la réalité de ces technologies, mais malgré tout, maintenant, ce sont quand même des technologies qui permettent de faire plein de choses, qui sont boostées à l'IA, qui peuvent permettre de faire de la vidéosurveillance algorithmique, de retrouver dans un téléphone, évidemment, tout un tas de données qui peuvent intéresser le contrôle de l'immigration et bien d'autres choses encore. Et donc, ces technologies-là, maintenant, elles sont directement utilisées par l'État américain et mise au service de la politique ultra répressive de Donald Trump en matière d'immigration.